Eh bien voilà, encore une secousse. On pensait peut-être un peu vite à une accalmie entre Alger et Paris. Oui, quelques petits signaux semblaient aller dans ce sens. Et puis, début septembre, patatras, la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre français. Et ça agit comme un vrai détonateur. Exactement. Le peu de dialogue qu'on espérait relancer, hop, ça se transforme quasi instantanément en nouvelle crise aiguë. C'est un schéma qu'on connaît bien finalement. Presque classique, non? Classique, oui. Et ça montre bien la volatilité de cette relation. Elle est vraiment faite de ces cycles presque imprévisibles de tensions, puis de tentatives de rapprochement qui avortent souvent. C'est ça. Et là, effectivement, Lecornu arrive juste après des gestes qui, sur le papier en tout cas, semblaient vouloir apaiser. On pense à la visite discrète, mais bon, significative quand même, du patron de la DGSE à Alger. Oui. Mais voilà, l'image de Lecornu à Alger, c'est pas celle d'un conciliateur. C'est plutôt celle d'un tenant d'une ligne, disons, dure, critique vis-à-vis des orientations souveraines de l'Algérie. Donc sa nomination, c'est pas juste un détail administratif. Ah non, pas du tout. Ça a été lu comme un message politique, très clair même, pas un accident. Ce qui nous amène à notre discussion d'aujourd'hui. Essayer de décrypter un peu les ressorts de cette nouvelle montée de fièvre. C'est ça. Est-ce que c'est juste, un faux pas, un nouveau Premier ministre qui manque un peu de tact, un accident diplomatique, comme on dit? Ou autre chose. Ou alors, est-ce qu'il faut y voir une stratégie, des calculs politiques plus profonds? Peut-être même une réorientation côté français. Et puis surtout, les conséquences concrètes, au-delà des mots. Bah oui, c'est précisément ça l'enjeu, faire la part des choses entre la maladresse, peut-être, la tactique, et puis une éventuelle inflexion stratégique voulue par Paris. Ou un mélange des deux. Ou un mélange des deux, oui, ce qui complique encore l'analyse, évidemment. Mais l'impact, lui, il est immédiat. C'est le coup de froid sur les canaux de dialogue qui commençait à peine à se réchauffer. Alors, allons-y. Les déclarations de Lecornu, elles étaient particulièrement tranchantes, on peut dire. Ah oui. Il parle des dérives actuelles du pouvoir algérien. Et puis encore plus fort, il accuse Alger d'utiliser l'hostilité envers la France, comme un levier de politique intérieure pour masquer ses propres problèmes. C'est une charge. Oui, c'est une charge d'une virulence assez rare, non ? Surtout venant d'un Premier ministre qui vient d'arriver. Ce choix des mots, ce timing, pourquoi ? Le choix des mots et le moment, oui, c'est frappant. Parler de dérives actuelles, là on touche directement à ce qu'Alger considère comme son sanctuaire, intouchable. La souveraineté. La souveraineté nationale, les choix internes, c'est la ligne rouge. Fondamentale. Ils l'ont répété 100 fois. L'Algérie insiste, depuis toujours en fait, pour que toute relation avec la France repose sur un respect mutuel, strict, et la non-ingérence. Donc l'accuser d'instrumentaliser un sentiment anti-français... Ben voilà, c'est perçu non seulement comme une ingérence flagrante, mais aussi, comme une forme de condescendance, qui rappelle forcément de mauvais souvenirs d'autres époques. Pour beaucoup, Alger, c'est clair, hein. Ces propos, ils anéantissent les efforts diplomatiques récents. On a l'impression d'un retour brutal à la case départ. Comme si la confiance, si difficile à construire... était balayée, d'un coup. Voilà. Et cette question de l'ingérence, elle est vraiment au cœur de tout ça. On la retrouve aussi dans l'affaire Boualem Sansal, cet écrivain connu qui est détenu en Algérie. Oui. Quand on l'interroge là-dessus, Lecornu parle de dérive politique, il se pose un peu en défenseur des droits humains. Alors là, on pourrait se dire, vu de France ou d'Europe, s'inquiéter pour un intellectuel en prison, c'est légitime, non? C'est même un devoir moral, peut-être. C'est exactement là que les deux logiques s'affrontent. Vraiment. De manière irréconciliable. Côté algérien, la réponse, elle est immédiate et sans appel. C'est-à-dire ? Boualem Sansal est un citoyen algérien. Il relève de la justice algérienne. Point final. Toute tentative d'intervention extérieure, même si c'est sous couvert de défense des droits de l'homme, c'est perçu comme une tentative d'ingérence. Inacceptable. Dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et cette histoire de passeport français délivré avant ? Ah, ça a exacerbé les choses. Ça a été vu comme une manœuvre de Paris, pour se créer un prétexte en quelque sorte, pour intervenir, pour protéger un ressortissant qui ne l'était pas vraiment au moment des faits reprochés. D'accord. Le message derrière tout ça, qu'on entend dans les réactions officieuses algériennes, il est limpide. L'Algérie, ce n'est ni un protectorat français, ni une république bananière où on peut dicter la conduite de la justice. C'est clair.
Donc toute pression extérieure sur ce dossier, non seulement elle est rejetée, mais elle devient contre-productive. Ça renforce la détermination à ne surtout pas céder. Ces déclarations, donc jugées graves, provocatrices par les commentateurs là-bas, elles arrivent aussi dans un contexte politique français qui est... Très tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Macron a une majorité relative à l'Assemblée, il y a la contestation sociale qui dure, une situation économique difficile, l'inflation. Bon, le hasard fait parfois bien les choses, mais là... La coïncidence est troublante, oui. Tellement troublante que des voix importantes de l'opposition en France, je pense à Mélenchon, Ségolène Royal, ils n'hésitent pas à parler de manœuvre de diversion. L'idée, ce serait quoi ? Agiter le chiffon rouge algérien pour détourner l'attention des Français, des problèmes intérieurs, des échecs économiques, sociaux, peut-être même des incendies de l'été. Est-ce que l'Algérie redevient, encore une fois, un outil de politique intérieure française ? Cette hypothèse de la diversion politique, elle est clairement sur la table. Et elle s'appuie sur une longue histoire. Malheureusement. La relation franco-algérienne, avec toute sa charge émotionnelle, mémorielle, politique, elle a très très souvent servi d'outil, oui, de variable d'ajustement, de terrain d'expression pour des enjeux purement franco-français. Et le fait que cette lecture soit partagée aujourd'hui... Exactement. Pas seulement par la quasi-totalité des analystes algériens, ça on pouvait s'y attendre, mais aussi par des figures politiques françaises de premier plan, et même par des observateurs critiques au sein de l'establishment français. Ça lui donne quand même une certaine crédibilité. Oui, c'est vrai. Ils décrivent une sorte de fuite en avant, voilà, d'un exécutif français qui est en difficulté, qui cherche un dérivatif externe, facile. Mais c'est risqué comme stratégie, non ? Ah oui, le danger majeur pour l'Élysée, c'est que si cette stratégie existe vraiment, maintenant elle est largement, perçue au grand jour, comme le disent ses critiques. Donc son efficacité est limitée. Son efficacité en termes de diversion, elle est très questionnable. Et ça pourrait même se retourner contre eux en révélant un cynisme politique qui pourrait choquer une partie de l'opinion, peut-être. Alors face à cette offensive de mots et à ces analyses sur les motivations françaises possibles, comment Alger réagit concrètement ? On note quand même une absence de réponse officielle directe du gouvernement aux propos de Locornou. C'est une stratégie du silence. Je dirais plutôt une stratégie de fermeté maîtrisée. L'absence de réaction officielle immédiate au plus haut niveau, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de message. Pas du tout. Ah ! La ligne algérienne, celle que le président Tebboune répète constamment, elle reste inchangée et très claire. Une normalisation des relations, oui, d'accord, mais à 2 conditions, non négociables. Lesquelles ? Primo, une avancée significative sur le dossier mémoriel, c'est-à-dire la question toujours sensible de la reconnaissance, de la réparation des crimes coloniaux, la gestion de cet héritage. D'accord. Et secondo ? Et surtout, un respect absolu, total, non négociable, j'insiste, de la souveraineté algérienne. Alger applique une doctrine de réciprocité, très exigeante. Donc la porte n'est pas fermée. Non, la porte au dialogue n'est pas fermée. Mais Alger refuse catégoriquement ce qui est perçu comme du chantage, comme des pressions ou comme des diktats unilatéraux. On voit bien cette fermeté sur l'affaire Sansal. C'est considéré comme purement interne, judiciaire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets de cette posture ? Absolument. Sur le dossier mémorial, par exemple, Alger attend de Paris un courage politique qui, selon eux, tarde à venir, au-delà des gestes symboliques. Sur la question migratoire, Alger insiste sur le respect strict des accords bilatéraux. Il refuse les décisions unilatérales françaises, comme les restrictions de visa ou les pressions pour accepter des laissez-passer consulaires qui ne seraient pas conformes. D'accord. Et d'ailleurs, l'initiative française récente pour relancer une coopération sécuritaire régionale, notamment au Sahel, Oui. elle a été accueillie avec une grande froideur à Alger, voire interprétée comme une tentative de contourner l'Algérie ou de l'impliquer dans une stratégie jugée inefficace et inopportune, surtout dans ce climat d'ingérence perçue. En gros, régler d'abord le bilatéral, avant de proposer autre chose. C'est un peu ça, oui. Régler les fondamentaux de notre relation avant de nous proposer de nouveaux schémas régionaux. Et cette posture algérienne, cette fermeté, elle ne sort pas de nulle part. On a l'impression qu'elle s'appuie sur une confiance renouvelée, non ? Tout à fait. Oui. Il y a une perception, qui est d'ailleurs largement partagée à Alger, mais aussi observée par les analystes étrangers, d'une Algérie qui se sent géopolitiquement plus forte aujourd'hui. Plus forte, grâce à quoi ? Grâce à ses ressources énergétiques, évidemment, redevenues très stratégiques avec la guerre en Ukraine, grâce à son rôle stabilisateur qu'elle revendique dans la région Libye, Mali, Tunisie.
Et ses partenaires? Et forte aussi, oui, de la diversification très active de ses partenariats stratégiques. Alger cultive ses liens avec Moscou, avec Pékin, Ankara, Rome. Et ça, c'est utilisé face à Paris. Ah oui, explicitement. Ces partenariats sont vus et utilisés comme des leviers pour rééquilibrer la relation avec Paris, qui était historiquement asymétrique, pour résister aux pressions, pour affirmer son autonomie stratégique. L'Algérie d'aujourd'hui, elle estime ne plus être le partenaire faible ou dépendant vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Est-ce qu'il faut voir aussi, dans cette nouvelle tension avec Alger, une sorte de compensation, peut-être, une réaction aux difficultés plus générales de la politique africaine de Macron ? On pense au revers au Sahel, l'expulsion des forces françaises, la perte d'influence qui est quand même visible. C'est une hypothèse qui est très sérieusement envisagée, par beaucoup d'observateurs, y compris européens d'ailleurs. Ah oui. Oui, face à une séquence africaine qui est particulièrement difficile pour la France, marquée par une vraie remise en cause de sa présence, de son influence dans plusieurs pays clés de son ancien précaré, certains analystes suggèrent que Paris pourrait être tenté, justement, de durcir le ton avec Alger. Pourquoi faire ? Ce serait une manière de montrer une forme de fermeté, de tenter de conserver un semblant de levier diplomatique sur un dossier nord-africain majeur. Ou peut-être aussi de rassurer une partie de son opinion publique ou de son appareil sécuritaire sur sa capacité à tenir une ligne face à un partenaire jugé difficile. Donc le dossier algérien deviendrait une sorte de théâtre. Un théâtre, voilà, où la France essaierait de rejouer une partition d'influence qu'elle a du mal à maintenir ailleurs sur le continent. C'est une lecture possible. Mais cette stratégie, si c'en est une, est-ce qu'elle est vraiment judicieuse ? Taper du poing sur la table face à Alger, est-ce que ce n'est pas justement le meilleur moyen de les pousser encore plus vers ces partenaires alternatifs dont je vous parliez, Russie, Chine, Turquie ? Ben oui. Et donc d'accélérer au final ce même déclin de l'influence française en Afrique du Nord que cette politique chercherait peut-être à freiner. C'est un pari risqué quand même. Extrêmement risqué. Et c'est ce que soulignent la plupart des analyses critiques de cette approche. Elle est qualifiée de périlleuse, voire de contre-productive. Parce que ça braque Alger. Exactement. En braquant Alger, en renforçant ce sentiment d'être la cible d'une politique française perçue comme hostile ou infantilisante, Paris risque effectivement d'accélérer le renforcement des liens stratégiques de l'Algérie avec Moscou, Pékin ou Ankara. Et ces puissances-là ne demandent que ça, j'imagine. Ah, elles sont promptes à exploiter ces tensions pour avancer leurs propres pions, bien sûr. Donc, paradoxalement, une politique qui viserait peut-être à réaffirmer l'influence française pourrait aboutir à l'exact inverse. C'est-à-dire ? Un affaiblissement supplémentaire de sa position, de sa crédibilité dans une région stratégique. C'est un calcul qui semble ignorer un peu les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre. Ce qui est frappant aussi, c'est cette impression tenace d'un éternel recommencement. Oui. Comme si on était coincé dans un tunnel sans issue, pour reprendre une expression que j'ai lue. Un nouveau Premier ministre arrive en France, mais les déclarations, les réactions, la mécanique de la crise, tout ça semble étrangement familier. Presque une redite de schémas anciens. On change les acteurs, mais la pièce reste la même. C'est le sentiment qui domine, oui, tout à fait. Les propos de Lecornu, par leur nature, leur tonalité, ils semblent vraiment ramener la relation des décennies en arrière, comme si Paris n'avait pas tiré les leçons du passé, comme le déplorent certains commentateurs algériens. Et cette impasse structurelle, pourquoi elle dure ? Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui s'entremêlent et se renforcent. D'abord, des visions politiques, géopolitiques qui apparaissent sur certains points fondamentaux comme irréconciliables, notamment sur la définition de la souveraineté, le rôle régional de chacun. Et l'histoire ? Ensuite, oui, évidemment, le poids écrasant, omniprésent de l'histoire coloniale, dont le contentieux reste une plaie ouverte, mal cicatrisée, faute d'un traitement jugé satisfaisant par Alger. Et puis il y a les calculs politiques. Et puis, il y a cette interférence constante, presque systématique. Des calculs de politique intérieure, surtout côté français, on l'a dit, qui semblent prendre le pas sur la construction d'une relation diplomatique apaisée, stable et basée sur le long terme. Et du côté algérien, comment on interprète cette posture française actuelle ? Au-delà de l'indignation du moment, quelle est l'analyse de fond sur la stratégie de Macron ? L'analyse qui prévaut, c'est beaucoup d'observateurs, et sans doute dans les cercles dirigeants algériens, c'est celle d'un président Macron qui est perçu comme étant en difficulté, en fin de cycle politique, confronté à des blocages internes majeurs et à un isolement croissant sur la scène internationale, notamment en Afrique. Donc, ces provocations ? Dans cette optique,
Ces provocations, oui, ou ces coups de menton envers l'Algérie, ce sera interprété non pas comme des signes de force, mais plutôt comme des manifestations de faiblesse, des tentatives un peu désespérées de reprendre la main, de créer des électrochocs. Ça n'impressionne pas Alger, alors? Loin d'impressionner, cette attitude serait jugée contre-productive, parce qu'elle ne ferait qu'accélérer l'isolement diplomatique de la France et renforcerait la détermination algérienne à poursuivre sa propre voie. On rappelle volontiers à Alger que l'histoire récente a montré que s'attaquer frontalement à l'Algérie pour des gains supposés de politique intérieure, ça finit souvent par se retourner contre les présidents français eux-mêmes. Donc Alger afficherait une forme de constance stratégique, presque une sérénité face à cette turbulence parisienne, un peu en mode la caravane passe. Une constance dans la fermeté et dans les principes en tout cas. Le message implicite, mais il est clair, c'est ce qu'on n'a pas accepté hier dans des conditions où on était supposé dépendant, on ne va certainement pas l'accepter aujourd'hui dans un contexte de rééquilibrage des forces. Pas de concession. Voilà, il n'y aura ni soumission aux pressions, ni concession sur les fondamentaux, la souveraineté, la dignité nationale. Alger semble même déterminé à utiliser cette épreuve de force pour consolider encore son indépendance politique, économique. Et peut-être pour accélérer son désengagement de ce qui est encore perçu par certains comme le carcan d'une influence française héritée du passé. Il y a une volonté d'affirmation très très nette. En résumé, si on essaye de faire un bilan, même provisoire, de cet épisode, on se retrouve avec une méfiance réciproque qui est non seulement ravivée, mais peut-être même approfondie. Oui, c'est ça. Le dialogue semble à nouveau bloqué, il bute sur ces lignes rouges algériennes très claires, souveraineté absolue, non-ingérence, respect mémoriel. Face à une approche française qui est perçue à Alger comme prisonnière de réflexes anciens, teintée de condescendance et potentiellement polluée par des considérations de politique intérieure. C'est une synthèse fidèle de l'état actuel des lieux, oui. La relation reste dans une zone de fragilité extrême, constamment susceptible d'être prise en otage par les fantômes de l'histoire et par les calculs politiques du moment. Et ça risque de durer. Tant qu'il n'y aura pas, côté français, une évolution qui soit perçue comme fondamentale dans l'approche, une approche qui intègre vraiment, durablement, les exigences algériennes de respect mutuel, d'égalité souveraine, de traitement apaisé du passé, eh bien, il est probable que la méfiance restera la norme et que chaque tentative de rapprochement restera vulnérable, menacée de s'enliser dans les mêmes incompréhensions, les mêmes confrontations stériles. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu dérangeante peut-être. Si chaque tentative de construire une relation apaisée semble vouée à l'échec, si les crises se succèdent avec une régularité quasi métronomique, et si cette tension permanente sert potentiellement, on l'a évoqué, des agendas politiques internes ou permet d'éviter d'aborder les sujets de fond? Où voulez-vous en venir ? Est-ce que cette confrontation perpétuelle, ce cycle sans fin de brouille et de réconciliation avortée, n'est pas devenu paradoxalement une forme de stabilité ? Une stabilité dysfonctionnelle, certes, mais peut-être une forme d'équilibre précaire qui arrange d'une certaine manière certains acteurs des deux côtés. La vraie question étant alors à qui profite réellement ce long feuilleton de la tension franco-algérienne.